Mais c'est en fait ceux qui ont fait le Mali. Je voudrais donc vous saluer pour cette reconnaissance, monsieur le ministre et vos collaborateurs. C'est donc avec un grand plaisir, mesdames et messieurs, que je prends la parole ce matin, à l'occasion de cette cérémonie. Je viens de vous le montrer. C'est avec un plaisir unique. Ça ne fait pas partie du travail que les conseillers m'ont écrit là. Que vous comprenez bien. Maintenant, je vais à ce que les conseillers m'ont écrit. Et sur quoi on était d'accord. Permettez-moi, au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au nom de l'ensemble du gouvernement de la République du Mali, à mon nom propre, de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir honoré de votre présence la cérémonie solennelle du lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation, édition 2024. À l'entame de mon propos, mesdames et messieurs, je voudrais avoir une pensée émue pour toutes les populations sunnites de notre pays, mais aussi pour les autres membres de l'Alliance des États du Sahel, victimes qui ont causé beaucoup d'inondations, avec beaucoup de pertes de vies humaines, des blessés et d'importants dégâts matériels. Tous les membres du gouvernement sont sur le terrain. Vous voyez tous les jours le ministre de la Sécurité, notre brave ministre de la Santé. Je crois qu'elle n'est pas là, elle doit être sur le terrain actuel. Elle est là. En tout cas, elle est automatiquement autorisée si elle n'est pas là. Parce que je sais qu'avec les inondations, à tout moment, on l'appelle. Donc quand je ne la remarque pas, je ne demande même pas si elle est là ou non. Vous les voyez tous les jours. Le ministre de l'Environnement, qui nous parle tout le temps de ces caniveaux, de ces collecteurs. Mais on se demande, si tu demandes à quelqu'un, il peut dire, ministre Koutri, collecteur du caniveau de là. Mais en réalité, c'est ça son souci. Parce que chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les caniveaux, tout le monde jette ses affaires là-dedans. On attend, le gouvernement est là, monsieur le ministre, ils sont dans leur voiture, ils attendent l'hivernage. Quand il y a les premiers morts là, quand on téléphone au président, le président l'appelle. Il dit, monsieur le président, on va faire le nécessaire aujourd'hui même. On enlève les détritus, là, on les dépose au bord. Ça sèche, la prochaine pluie, ça retombe. Et ça continue. Moi, je sais que notre ministre de l'Environnement, il nous a particulièrement sensibilisés sur ça. Et je sais combien les questions d'inondation. Il nous dit toujours, les inondations, c'est en amont qu'il faut les prévenir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des morts d'hommes. Et je voudrais lancer ici un appel à tous ceux qui ont des maisons, des constructions dans les lits des fleuves. Parce que, vous savez, dans certaines zones, pour vous faire rire, il paraît que ceux qui sont chauves là, ou ceux qui ont la tête, il faut mettre un chapeau, sinon on va lotir votre tête et les vendre. Parce qu'il y a des gens qui ont construit dans les lits du fleuve avec des autorisations. On se demande cet élu-là, qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi il est là? Donc il faudrait que tous ceux qui sont dans des zones où il y a des risques d'inondation, qui prennent leurs responsabilités. Le ministre de l'Environnement en fait son cheval de bataille. Il nous retient là-dessus tous les jours. Parce que lui, il préfère ne pas attendre. Mais quand il y a des morts, des inondations, c'est le ministre de la Santé, c'est de la Sécurité. C'est pourquoi je ne demande même pas s'ils sont là ou non. Je sais qu'ils sont. Je voudrais aussi rappeler un événement important qui est passé à peu près inaperçu chez nous. C'est le 7 septembre 2023. L'attaque terroriste du bateau de Tombouctou. Vous savez, j'ai écouté les radios dites internationales là. Il y a une radio que vous connaissez, que j'ai écoutée sur Internet. Elle a passé le temps à parler des tremblements de terre au Maroc pendant une journée, le 8 septembre. C'est une bonne chose. Mais aucun mot sur le Mali. Chez nous, j'ai vu quelques groupes aussi qui sortent dans les réseaux pour critiquer le gouvernement, qu'ils se sont réunis, le gouvernement n'a rien fait.
je voudrais dire aux uns aux autres que l'attaque terroriste du bateau de Tombouctou, le 7 octobre 2023, fait partie désormais des dates mémorables au Mali. Il y a eu beaucoup d'actes terroristes. Il y a eu Ogo Sago de Sabanda, beaucoup de morts. Mais Tombouctou, c'est spécifique, pour que vous compreniez. C'est lorsque l'État du Mali a décidé de faire partie les balabala, les papas des forces internationales qui étaient là, MINUSMA. Parce que nous avons chassé Takuba, on a chassé G5 Sahel, on a chassé Barkhane, maintenant on est arrivé au papa, MINUSMA. On leur a dit de partir, sans délai. Vous vous rappelez du discours historique de notre ministre des Affaires étrangères à l'ONU? Ils ont dit on va négocier 6 mois. Mais là-bas, beaucoup ont dit, mais les Maliens, ce sont des plaisantins. Ils ne pourront jamais chasser la MINUSMA. Il y a même un président africain qui a pris l'avion pour fuir de chez lui le lendemain des élections. Vous savez de qui je parle. Qui a dit, mais si la MINUSMA parle, que vont devenir les Maliens? Alors que le même monsieur, en 2019, il était en train de dire, mais le Mali, avec 55 000 forces étrangères, forces armées, les Maliens et les étrangers réunis, 55 000 forces armées. Le terrorisme est allé de l'extrême nord, a pris 80% du pays. Le terrorisme a pris le Burkina, a pris le Niger. Il dit, mais comment ça? Voilà ce même monsieur, conditionné par qui vous savez, qui vient dire, mais les Maliens, qu'est-ce qu'ils vont devenir si la MINUSMA quitte? Eh bien, c'est quand nous avons dit dans la MINUSMA de partir, qu'ils ont dit qu'on ne va jamais y arriver. Quand on est passé à la phase active, nous avons pris Ber. Nos braves femmes ont pris Ber. C'est ce jour qu'on a fait sauter le verrou. Ils ont commencé à nous prendre au sérieux. Et quand notre ami a mis le cap sur Kidal, pour nous déstabiliser, des forces spéciales étrangères, pas des forces normales, sont allées attaquer le bateau où il y a des innocents, avec plusieurs dizaines de morts. Mais à cette période, on a entendu certains qui sont dans la presse ici, parce que moi je les connais. Ah, il faut la paix. Les gouvernements là, ils sont trop belliqueux. Mais nous, on a cherché que la paix depuis 30 ans. Mais il y a des moments, il faut s'arrêter, il faut croiser le fer avec l'adversaire. On détermine à travers le rapport de force clair qui doit avoir le verbe haut. On a assez fait de nous coucher, on marche sur nous. Donc pour nous déstabiliser, on tire des dizaines de personnes au bateau de Tombouctou. On met l'embargo sur Tombouctou. On fait révolter les populations de Gao. On organise une insurrection dans le camp militaire de Gao. Tout cela, il faut que les Maliens comprennent. Ce n'était pas un accident de l'histoire. C'était organisé par des forces spéciales étrangères. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui disent qu'ils sont des Maliens, qui s'appellent CSP, qui assument l'acte terroriste contre des Maliens. Si vous vous rappelez, c'est à partir de ce moment qu'on a lancé un mandat d'arrêt contre eux. On les a traités de disqualifiés pour être des interlocuteurs désormais. On ne peut pas exécuter des dizaines de Maliens et vous l'assumez, après vous venez de négocier. C'est pourquoi je suis surpris. Certains Maliens qui viennent dans les conférences, ah, il faut négocier. Et qui n'a jamais refusé la négociation? Tout ça, c'est pour nous tromper. À un moment de l'histoire, il faut s'arrêter. Quand on veut dire non, on dit non. Et le peuple malien a dit non. Les populations de Tombouctou ont tenu. Ararous ont tenu. Gao ont tenu. Il y a un imam là-bas le jour de l'accident. Il a galvanisé les populations à la mosquée pour dire aux gens qui vont les trouver sur leur chemin. La CEDEAO, qui est prompte à faire les sanctions, a fait un sommet. Ils n'ont même pas parlé de ce qui s'est passé à Tombouctou, sur le bateau de Tombouctou. À l'ONU, même une simple lettre de condoléances au président de la transition du Mali. Il y a un pays qui s'est opposé.
Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas ces aspects-là. Nous suivons tout. Et c'est pourquoi nous les avons cognés très bien. Après ça, on est monté à Nefis. Depuis 2013, 2012, le Mali n'est pas à Nefis. On a pris à Nefis. On est allé à Kidal ou au Korsekake. On a rendez-vous à 8h, on vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6h. Djadja, dans la nuit, ils ont transféré toutes les armes lourdes aux terroristes. Nous les avons ciblés, on les a cognés proprement. Et on leur a dit de quitter notre pays. Ce qu'on a cogné là, on fit pour aller à l'extérieur, fait des réunions avec des services secrets français. Et puis des Maliens sont rentrés dans des avions, aller à l'extérieur les rejoindre. Commencer à nous intimider. Ah, ils ne veulent pas la paix. Ah, il faut la paix. Il faut négocier. Ça, c'est du défaitisme. Des gens qui ont tué des centaines de Maliens. Ils vont dans des maisons des services secrets étrangers. Ils viennent dans un pays, deux pays qui ne se sont jamais entendus dans l'histoire. Mais sur une seule chose, rendre le Mali un pays vassal. Nous ne serons un État vassal de personne. Et tous les gens qui comptent sur ceci-là pour nous déstabiliser, ils vont échouer. Et j'ai mis en garde tous les pays, tous les individus, tous les États qui se mettent gratuitement contre notre peuple, à la Boumano, à Kelenkele. Tu seras un chef d'État là, Ibébi. Tu es un pays, ton pays sera détruit par d'autres forces que les Maliens. Il faut nous laisser en paix. Nous ne nous levons contre personne. Vous aurez remarqué, tous les pays contre lesquels on s'est levé, c'est quand ils ont voulu se mêler de nos affaires intérieures. Ils ont voulu nous vassaliser. Nous avons dit non, nous ne serons les vassals de personne. Notre pays a une longue histoire. On était tombé un moment. Notre armée est venue nous réveiller. Et nous avons eu ce que j'ai appelé les monnaies baudées. Certains pensaient que c'est la propagande politique. Si ces militaires n'étaient pas venus en 2020, on allait continuer à voyager. Il y a une oligarchie. C'est que les Maliens ne comprennent pas. Il y a à peu près un groupe de personnes, peut-être quelques milliers, sur les 22 millions, qui voyagent, qui ont des primes, qui ont des noms, politiciens, militaires, juges, ceci, cela. C'est eux qui maintiennent notre pays. Ils sont dans des combines. Des gens ont dit que moi je suis contre les partis, je suis contre personne. Mais j'ai les yeux ouverts. On a fait tout le temps dans l'autre. On nous a mis des lunettes en bois. Ces militaires sont venus, nous ont aidés à enlever ces lunettes-là. Et quand on dit les monnaies baudées, on dit non, 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 il est en train de flatter les militaires avec un soldat sous la guerre. Nebeka Mali de l'Adja. Nous, Koumana, on serait dans le désordre. Tous les activistes politiques là, on va les corrompre, les tuer, les faire émigrer. Et le Mali allait être un pays esclavagiste. On allait nous diviser. Et les gens exploitent tout, ils amènent à l'extérieur. L'or à Kidal, l'or à Gao, le fer à Ansongo, tout est exporté. Ansongo, depuis 2009, j'ai tapé à toutes les portes. À Tessiga, il y a une mine de manganèse. On remplit les camions, on va au Niger, ça va au port et ça va à l'extérieur. C'est la semaine passée que le gouvernement a décidé de les mettre dans la propriété de Sorem. C'est terminé. À Intaka, c'était la même chose à Gao. On prenait de l'or. Des gens recevaient près de 100 millions par mois, à eux seuls. Ils font des discours dans les médias. Ils donnent quelques milliers à quelques personnes qui parlent et on nous maintient dans l'obscurité. Intaka, l'État malien a pris la versé dans les propriétés de la Sorem. Terminé. Nous allons faire la même chose à Kidal. À Tinzawaten, tous les bandits se sont regroupés là-bas, soit disant qu'ils enlèvent de l'or. Nous allons régler les comptes là-bas. En bas là-bas, la Téméo. Dieu est avec notre peuple. Moi, je suis convaincu. C'est pour cela que quand nous avons mis le gouvernement en place, en juin 2021, parce qu'il y a la grande capacité d'oubli chez le peuple.
Ma première réunion avec les politiques, quand j'ai dit que nous voulons suivre les revendications du peuple malien, le peuple s'est soulevé pour la sécurité. Le peuple s'est soulevé pour lutter contre la corruption et l'impunité. Le peuple s'est soulevé pour avoir des réformes. Le peuple s'est soulevé pour avoir un accord avec nos frères du Nord, un accord qui ne démembre pas le Mali. Le peuple s'est soulevé pour qu'il y ait une paix sociale. L'émis de l'administration a négocié pendant 2 ans. Nous avons fait un pacte social avec les syndicats. C'est un discours qui peut ennuyer certains. Ces syndicats, nous savons qu'il y en a qui ont voulu rentrer là-dedans pour les amener à se révolter contre l'État malien. Et c'est ce qui m'a amené à saluer le sens patriotique des dirigeants des syndicats maliens. Et ils ont refusé de comploter contre leur pays. Donc toutes les tentatives de soulever les travailleurs contre le Mali ont échoué. L'accord, j'avais dit dans le premier discours, le 13 juin 2021, qu'il faut faire une application intelligente où on ne divise pas le Mali. En 2023, intelligent, ça c'est l'accord. Les réformes. Le peuple s'est battu pour des réformes depuis 2018. Là même CEDEAO qui fait du bruit a envoyé une délégation ministérielle dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui a fait 2 semaines au Mali. Et ils ont fait un rapport pour dire qu'au Mali on ne doit plus organiser des élections sans faire des réformes politiques et institutionnelles. 2018, on n'a jamais fait les réformes. Ces réformes sont faites aujourd'hui. La constitution, on n'a pas une nouvelle constitution. Ça fait 20 ans qu'on voulait changer. On voulait mettre une assemblée fantoche qui allait nous donner une constitution bidon qui allait diviser notre pays. Nous nous sommes soulevés, le peuple malien s'est soulevé contre. Et aujourd'hui, on a les réformes. La lutte contre la corruption et l'impunité, le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Mais il y a une lame de fond qui est en train de s'organiser pour redresser la justice malienne, pour réinstaurer la confiance entre le peuple et la justice. C'est pourquoi tous les ordres sont en train de faire le congrès. Après, on fera un congrès. Je leur ai dit qu'il ne faut pas que ce soit un catalogue d'intentions. Il faut que les problèmes du Mali soient résolus. Et enfin, la sécurité. Mais quand j'ai exposé ça aux hommes politiques, il y en a qui m'ont dit, mais vous savez, une transition n'est pas faite pour ça. Vous faites les élections, vous partez. C'est un gouvernement nouvellement élu qui est légitime qui peut faire ces transformations. Depuis au dos, né à Foy, Ambebo Dakelen fait partie en B Mali, mais Antebo Dakelen. Chaque transition a ses réalités. Le rôle d'une transition, c'est de résoudre les problèmes qui ont prévalu à l'avènement de la transition. Si vous venez organiser une élection bidon comme ça, on va corrompre les gens encore. Comme on a su après, les gens qui volent l'or au nord, on a pris certains après. On allait par un 100 kilos d'or. Les 90 kilos d'or partent là où vous savez. Les 10 kilos, on les amène à Bamako. On repartit entre les, je me suis du terme, les grandes gueules, des politiciens, des gens dans l'appareil de l'État. On prend notre peuple en otage. Vous parlez, on vous met en prison. On vous élimine. On vous corrompt. Ces gens-là, ils sont à peu près 1000, 2000. Mais les 20 et quelques millions, ils sont dans la souffrance. Ils ne sont pas propriétaires de leur richesse. Mais il fallait qu'une armée donne le là. C'est pour cela, en 2021, il fallait parler, expliquer aux Maliens, expliquer au monde. Mais ces paroles ne valaient rien si sur le terrain, l'armée ne prenait pas le dessus. C'est sur les 2 pieds qu'on a dansé. Au début de la transition, beaucoup sont témoins. Il y a beaucoup qui crient aujourd'hui, qui étaient contre les assises nationales de la refondation. Ils l'ont écrit, ils ont cherché à convaincre les dirigeants. Nous avons dit non. Les assises nationales permettent de légitimer le pouvoir. Parce que les gens du M5 qui pensent que c'est eux qui ont tout, les militaires qui ont fait le coup d'État,
Et la majorité des Maliens vont se retrouver et tracer une nouvelle feuille de route pour le gouvernement. C'est ce qui a été fait. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On est allé à l'extérieur. Ah, le premier, c'est Kliba. Sécurité, prenez.